nous essayons d'examiner de plus près la manière dont les mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus ont eu un impact sur notre démocratie. Et aujourd'hui, nous parlons de la situation en France, où le second tour des élections municipales a dû être rapporté. Et nous parlons avec des activistes pour la démocratie directe. Nous avons ici Clara Egger, qui est docteur en sciences politiques, Raoul Magny-Berton, professeur en sciences politiques, et Serge Olivier et Annette Mathieu d'Anou la démocratie, un mouvement citoyen pour la démocratie directe. Et je pense que peut-être on peut commencer justement avec les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ce premier tour des élections municipales en France euh, et, euh, et oui, les circonstances et les conséquences. Raoul? Oui, alors, donc je vais être rapide, mais je vais raconter un peu en général. En France, déjà, comme on parle peut-être pour tout le monde qui n'est pas français, peut-être quelques points sur les règles de base. Alors, peut-être les gens savent qu'il y a deux tours, mais il peut y avoir un seul tour si un candidat a 51% des votants. Ça, dans les villes de plus de 1000 habitants. Dans les villes petites, il y a une autre règle un peu plus compliquée, mais on peut aussi être élu au premier tour. Il y a le deuxième aspect juste pour comprendre le contexte, c'est que en France, il y a le record des communes. Donc, aux élections municipales, il y en a 36 000. La plupart, c'est des communes de moins de 500 habitants. Donc, c'est vraiment des tout petites choses, mais qui s'administrent toutes seules. Et en tout, donc, c'est dans 36 000 endroits qu'on allait devoir élire un maire. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié cette information, mais normalement, il y a plus de communes en France que dans le reste d'Europe réunie. Donc là, c'est aussi l'affaire comme ça. Donc, dans les petites communes, il y a des maires qui ne sont pas payés, qui sont, par exemple, médecins retraités, alors que dans les grosses, il y a une compétition électorale classique. Ça, c'est juste pour la situation générale. Après, ces municipales-là, avant l'arrivée du coronavirus, il y a aussi deux choses à savoir importantes. La première, c'est que la France a fait des réformes qui font que les communes ont moins de marge de manœuvre pour faire des choses. Et donc, beaucoup de gens se plaignent. Il y a eu un record de maires qui ont démissionné. Il y a eu 1000 maires qui ont démissionné pendant le mandat dernier, qui n'est jamais arrivé parce qu'ils n'arrivent à rien faire et les budgets baissent. Et cela, donc, on pouvait s'attendre aussi à qu'il y ait ce problème aussi de maires qui ne se présentent pas. Voilà. De l'autre côté, il y a eu, le deuxième aspect, c'est qu'il y a eu, après justement les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de listes qui sont des listes de la société civile avec des programmes pour plus de démocratie. Et donc, ça a potentiellement augmenté le nombre de listes. Et ces listes ont eu aussi des effets sur les listes qui étaient existantes d'abord, parce que jusqu'à la dernière élection en 2014, les listes classiques s'appelaient plus ou moins comme les partis politiques, ou alors comme des coalitions, unions du centre, etc. Alors que cette année, elles sont toutes citoyennes. On ne reconnaît plus le nom des partis. Enfin, ça existe toujours, mais beaucoup se sont appelés divers droits, divers gauches, des citoyennes, des choses comme ça, pour montrer qu'eux aussi, ils étaient là avec la société civile. Il faut aussi dire que contrairement à l'Allemagne, ça se passe aussi, mais en France, l'accélération de la baisse des militants dans les partis est énorme. Ce qui fait que les militants dans un parti d'une ville assez grande française peuvent être 20
Et donc, quand il y a une élection, il faut obligatoirement maintenant s'allier avec des groupes associatifs, des groupes hors politique. C'est pour ça que ça prend des noms bizarres, des listes avec qui ne font plus référence des partis. Alors, c'est dans ce contexte-là, donc de maires déprimés et de citoyens qui se lancent en politique, qui se passent ces élections-là. Mais le troisième contexte important, c'est le coronavirus qui arrive et qui, du coup, fait que les élections ont un taux de participation le plus faible aussi de l'histoire, 20% moins que la dernière fois à peu près. Et donc, parce que le vendredi, le président annonce qu'il allait faire tout fermer et mettre le confinement. Lundi et dimanche, il fallait voter. Donc, personne. Ouais. L'idée, c'était difficile. Alors, juste aussi allouer quelques chiffres avant de dire la morale de l'histoire parce que sont intéressantes sur l'abstention. L'abstention a fait que il y a en réalité, une situation dans laquelle les maires. Alors, il y a plusieurs villes où les maires ne se sont pas présentés. Je pense que, je ne sais pas, 106 communes, ils ne se sont pas présentés. Voilà. Il n'y avait personne pour être maire, y compris 4 communes grandes. En 2014, ils étaient 60, donc la moitié à peu près. Mais par contre, les listes n'ont pas baissé à cause des listes citoyennes que je disais. Alors, une des questions qui pouvait se poser, c'est que le coronavirus, est-ce qu'il allait être favorable ou défavorable à la démocratie? Parce qu'il y a des raisons pour penser qu'il allait être favorable. Mais je vais dire des choses peut-être là un peu moins politiquement correctes, mais qui sont exactes par contre. C'est-à-dire que les populations qui votent le plus, en France comme ailleurs, mais en France encore plus parce qu'il faut être enregistré sur les listes électorales avant. Donc, ça bénéficie aux sédentaires, aux vieux et aux diplômés, un peu militants, etc., riches. Donc, ça, c'est classique, mais c'est plus. Donc, une des possibilités, c'est que le coronavirus, certes, il augmente l'abstention, mais il augmente l'abstention notamment des personnes âgées et des diplômés. Et donc, comme généralement, ceux qui sont très actifs sur la démocratie, le niveau de diplôme est plutôt faible et l'âge n'est pas très, très avancé. Il y a tout âge, mais en tout cas pas en avancée retraite. On pouvait imaginer que c'était possible que le type d'abstention serait un petit peu différent grâce au coronavirus. Et en fait, c'était totalement faux. Les résultats, en fait, ont accru encore plus l'abstention classique. Ce qui fait qu'il y a eu un record de maires élus au premier tour. Ils étaient à peu près 20 000 les maires qui ont été réélus dès le premier tour, alors que la dernière fois, c'était 7 000. C'est beaucoup plus. Les maires qui ont été réélus au premier tour, c'est dans les lieux dans lesquels il y a eu le plus d'abstention. Par exemple, dans des grandes villes comme Toulon ou Reims, il y a eu 30% de participation électorale et le maire a été réélu. Et les partis qui ont le plus eu du succès, c'est les partis des retraités, c'est-à-dire le parti Les Républicains, qui est le parti qui est le plus voté par les personnes très âgées, et les partis des diplômés, c'est-à-dire les Verts. Donc, en fait, je pense que le coronavirus a été plutôt
négatif au-delà des mesures autoritaires, même au niveau électoral, a été négatif pour la démocratie, même s'il y a plusieurs listes euh, de citoyennes très pro-démocratiques qui se sont qualifiées au deuxième tour. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui se passe au deuxième tour. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, et du coup, à nous, la démocratie s'est présentée dans plusieurs villes. Quels ont été les résultats et quelles ont été les conséquences de ce faible participation? Oui, alors Anno Démocratie s'est présenté dans plusieurs communes d'une plus petite, de moins de 500 habitants, effectivement, où il n'y avait que deux listes, donc une liste avec le candidat qui était mené par le candidat Anno Démocratie, qui n'était pas vraiment identifié tellement Anno Démocratie, parce que dans les petites villes dont tu as parlé beaucoup, Raoul, premièrement, c'est souvent celui qui y va qui y est, parce qu'on ne peut pas être indemnisé à hauteur du travail fourni, et puis ça, c'est effectivement souvent en fonction de la bonne volonté de la personne. Et puis, c'est très peu, l'étiquette politique compte très peu, hein, c'est très personnalisé. Donc, d'une petite ville comme ça, Maillé, dans la vallée de la Loire, à côté de Tours, et à la plus grosse, à Paris, où là, on a été allié avec Europe Écologie Les Verts, le candidat Europe Écologie Les Verts, avec des candidates sur les listes et des candidats du 10e arrondissement et du 18e arrondissement. Et puis, on a eu d'autres alliances avec Europe Écologie Les Verts qui ont découlé de cette alliance à Paris. Oui. Alors, Nancy, c'est donc une ville de 100 000 habitants dans l'est de la France. Le 15 mars, le jour donc du premier tour, 40% des électeurs se sont présentés, se sont déplacés. Et effectivement, les résultats concordent avec ce que tu viens de dire, Serge. Les divers gauches ont 32% des voix. La liste de droite, soutenue par En Marche et par donc, notre président Macron, a eu 28%, donc le maire sortant. Et nous avons eu 12% 10,03% pardon, de résultats avec donc dans cette association avec Europe Écologie Les Verts. Le reste, c'est 5 autres petits partis, parce qu'en France, il y a toujours plein de petits partis qui constituent une masse non inintéressante et qui peuvent, dans les élections, jouer un rôle quand même important. Donc, le 15 mars, notre président nous annonce que les mesures de confinement sont décidées et qu'elles seront effectives le 17 mars. Et donc, le jour de ce premier tour, nous sommes allés voter dans des bureaux qui n'étaient pas véritablement bien préparés ni bien installés, où il n'y avait effectivement pas de gel à l'entrée, il n'y avait pas de gants, il y avait rien, en fait. Enfin, du moins à Nancy, je parle de Nancy. Il n'y avait rien, aucune préparation particulière, si ce n'est peut-être de faire attention à ne pas être trop proche des précédents. Et très vite, lorsque nous avons comptabilisé les votes, tout le monde s'est rassemblé autour de la table, très très proche, et on a fait collusion, il n'y avait plus du tout aucune mesure à ce moment-là. Ça, c'est la réalité. Et le lendemain, le lundi 16 mars, nous avions une réunion avec l'ensemble de la liste, avec les 55 personnes, pour décider si nous allions accorder notre soutien à la liste qui avait le grand pourcentage de voix, à savoir les divers gauches. Donc, c'était important de le faire. C'était fait un peu dans la confusion. Les gens ne savaient plus très bien si, malgré les interdictions, il fallait quand même qu'ils aillent se rencontrer et voter. Finalement, on s'est retrouvé à une centaine de participants et on a fait voter par téléphone ou par SMS les autres, ce qui quand même est un petit peu compliqué pour un choix aussi important. Voilà. Et là non plus, il n'y avait pas effectivement tous, nous étions dans 50 mètres carrés, hein, puisque le local est petit, c'est le local d'Europe Écologie Les Verts. Et voilà, depuis, j'ai appris qu'un certain nombre étaient pas très bien. Certains avaient déclaré le coronavirus, d'autres étaient grippés, enfin avec
avec des manifestations qui pourraient s'apparenter au coronavirus. Voilà. Bon, ce qui fait quand même, je trouve, une atmosphère très particulière. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'on ne sait toujours pas si le deuxième tour va être gardé au mois de juin ou si ça va nous conduire à revoter complètement premier et second tour. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays qui sont aussi à des... Enfin, bon, ils n'ont peut-être pas les mêmes dates d'élection que nous. Voilà. À titre de précision, c'est parce que le système municipal français fonctionne comme ça. Entre le premier et le deuxième tour, sont autorisés à se maintenir au deuxième tour les listes qui ont fait plus de 10%. C'est ça. Et ces listes peuvent du coup fusionner, non seulement se maintenir au deuxième tour, mais fusionner avec d'autres listes ou sur leur liste. Et il y a entre 5 et 10%, une liste qui a fait entre 5 et 10% n'est pas autorisée à se maintenir en tant que telle au deuxième tour, mais par contre, elle peut fusionner avec une autre liste qui a fait plus de 10%. Sachant qu'en dessous de 5%, du coup, en dessous de 5%, donc une liste au premier tour ne peut pas faire d'accord technique avec d'autres listes pour avoir une, deux personnes qui intègrent une fusion des listes au deuxième tour. On est passé directement sur l'après-premier tour, en fait, avec ce que disait Annette, mais c'est très important. Normalement, les deux tours sont espacés d'une semaine en France et il faut déposer les listes pour le deuxième tour après fusion, s'il y a eu fusion entre listes, le mardi, sachant que le premier tour est le dimanche, le mardi à 18h. Donc en fait, entre les listes qui peuvent peser, comme par exemple celle d'Annette à Nancy, celle de Poitiers aussi, qui arrivait deuxième et qui peut potentiellement être élue si elle fait des alliances, si elle arrive à rassembler autour d'elle. Pour des listes qui peuvent faire basculer l'élection au deuxième tour, comme celle d'Annette à Nancy ou comme celle à Sarcelles que j'ai citée, en s'alliant et en donc, faisant les rois ou en ne s'alliant pas. Les 2 jours du lundi et mardi sont des jours extrêmement intenses. Les négociations sont extrêmement intenses. Donc tout cela, en fait, a été, je crois, décidé le mardi matin, en fait, que la date était repoussée. C'est ça, je crois. Je me souviens plus très bien la chronologie du report du dépôt des listes, parce qu'il y a eu premièrement un report du deuxième tour qui a été décidé, je crois, le lundi, sans qu'il y ait déclaration du report du dépôt des listes fusionnées. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes et ça crée aussi beaucoup de messages contradictoires et d'inconséquences, puisqu'il y a beaucoup, sur les réseaux sociaux notamment, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés du coup dès le lundi ou le mardi, alors que la France rentrait en confinement le mardi, sur le résultat au municipal, alors que d'un seul coup le résultat municipal est passé sous la chape de plomb de la rentrée en confinement, et qui continue à s'exprimer sur les tambouilles politiciennes, pour le dire de façon assez caricaturale, sur les questions de fusion des listes, alors que, parce que c'était toujours c'était toujours le rythme de l'élection normale, parce que justement, on n'avait aucune visibilité. Et du coup, il fallait communiquer, puisque les choses étaient jusqu'au mardi, je crois, encore pas décantées. Le ministre de l'Intérieur n'avait pas fait une déclaration très nette sur le fait que l'heure limite de dépôt des listes était repoussée aussi. Donc je crois que le lundi soir, c'était encore extrêmement flou, et ça a été clarifié le mardi matin. Donc le lundi soir, alors qu'on savait qu'on rentrait en confinement, la déclaration a été faite, je crois, le lundi soir, le lundi à 20h, par le président de la République. La déclaration du confinement au mardi après-midi, mardi soir. Les choses étaient encore floues. Moi, j'ai encore eu des appels de la part même si on a fait 2%, on nous a demandé de donner des consignes de vote de la part d'autres listes, et j'ai encore eu des appels le lundi soir pour qu'on nous demande de faire de donner des consignes de vote, alors qu'en fin de compte, évidemment, on n'a rien. Déjà, on ne voulait pas donner de consignes de vote, mais toutes ces déclarations, toute cette perpétuation du calendrier électoral sur les réseaux sociaux pour les militants et les militantes qui ont fait partie de listes municipales a pu créer des couacs ou des incompréhensions de la part de beaucoup de gens qui trouvaient qu'on n'en était plus là, quoi. Et ça, c'était la conséquence du maintien du premier tour, en fin de compte. Oui, et maintenant que ça a été reporté au juin, au octobre, je pense que ça reste à décider.
Ça a bien sûr des conséquences aussi pour la campagne parce que ça veut dire qu'il faut en fait recommencer une campagne dans quelques mois. Pour les listes petites, je m'imagine que ce n'est pas une chose facile. Alors, il y a une hypothèque à lever d'abord, avant tout cela, c'est l'hypothèque du maintien du premier tour. Ça, je vais laisser parler Clara et Raoul là-dessus, parce que, et ça reste pendant, hein, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le premier tour était acquis, que les résultats étaient sanctuarisés, sauf que je crois qu'il y a eu un avis du Conseil constitutionnel qui était défavorable, mais qui n'était pas un veto, qui n'était pas je vais laisser Clara et Raoul parler de cela, mais parce que dans le code électoral français, le premier tour et le deuxième tour doivent être espacés d'une seule semaine. Et si ce n'est pas le cas, on rentre dans une situation exceptionnelle, donc d'un scrutin qui lui-même n'est pas régulier. Donc ça reste quelque chose qui est maintenant sous la cloche, encore une fois, de la rentrée en confinement, du fait que les journalistes, les journaux, les radios ne parlent que du coronavirus, ne parlent que de l'épidémie. Tout cela est sous cloche. Mais ça reste une question en suspens. Est-ce que le premier tour va être maintenu au sein des discussions politiques, au sein des partis politiques, chacun essaie de comprendre où est son intérêt. Il y a eu, dans la semaine qui a suivi le premier tour, un sondage, je me souviens plus des références exactes du sondage, ni de sa qualité, ni de sa fiabilité, mais qui estimait le taux d'abstention par sensibilité politique. Et qui laissait je ne sais pas si ça évoque quelque chose à Raoul et à Clara ou à Annette, et qui laissait entendre que les sympathisants de la République En Marche étaient ceux qui s'étaient le moins abstenus. Donc ça confirme ce que disait Raoul, et que par contre, les sympathisants Europe Écologie Les Verts s'étaient beaucoup abstenus. Alors là, ça contredit, je me souviens plus de la référence, encore une fois, du sondage, ce que disait Raoul. Donc ça accentuerait en fait le fait de refaire un premier tour, ça potentiellement, si ce sondage est fiable, ça accentuerait la débâcle qui a été une débâcle déjà du parti présidentiel au premier tour. Et ça accentuerait la montée notamment d'Europe Écologie Les Verts, qui a déjà progressé énormément avec le premier tour tel qu'il a été. Mais tout ça, c'est encore une fois très hypothétique. Donc je passe la parole à Clara et Raoul. Qu'est-ce que vous pensez du maintien du premier tour? Parce que les petites listes, elles, de toute façon, si on garde le premier tour, elles ont fini leur campagne, ça c'est sûr. Les plus petites. Peut-être Raoul pourra peut-être parler des questions un peu techniques et juridiques. Moi, je voulais ajouter quand même un élément de contexte sur le climat politique dans lequel elles ont eu lieu, ces élections municipales. C'est-à-dire qu'on est en fait pendant une séquence un peu intense de 6 mois à compter de novembre 2018, et puis après qui s'est un peu effiloché dans le temps, mais pendant un an, on a eu un mouvement social très prononcé, qui était le mouvement des Gilets jaunes, qui en décembre, donc un mois après le début, même si c'est une révolte au début de type fiscal, hein, c'est-à-dire sur la question d'une taxe et de la justice aussi fiscale de la politique du gouvernement actuel, qui s'est centralisée sur des questions de démocratie et sur lesquelles, en fait, la réception avec des mesures précises et des demandes précises et la réception par le gouvernement français et la majorité parlementaire française a été de parler de tout sauf de cette question-là. C'est-à-dire de vraiment dire la question de la démocratie directe et en disant parfois des choses franchement erronées, en disant par exemple que introduire de la démocratie directe reviendrait à revenir sur le caractère représentatif du régime français. Donc avec des choses on sentait vraiment pour le coup qu'il y avait une opposition forte à parler de ces sujets-là. Et du coup, les municipales, elles sont arrivées après une première séquence électorale qui ont été les européennes, puisqu'en France, ça a été une des premières élections européennes où il y a eu autant de listes. C'est-à-dire autant de listes ça a été des élections en fait contre le gouvernement qui se sont constituées. Et il y avait cette deuxième échéance des municipales qui était perçue comme aussi un test pour le gouvernement, où on voyait des listes émerger, où la question de la démocratie directe, notamment au niveau local, a été mise sur la table et beaucoup de listes se sont engagées avec des mesures précises pour mettre en place des dispositifs de ce type, même si c'est illégal en France de le faire. Donc, c'était vraiment l'enjeu un peu actuel.
la décision, je pense, au moment où au début de la crise du coronavirus, il y avait quand même ce doute qui planait sur les élections. Et je pense que la décision, en plus, les discours de l'exécutif français, si on les compare en Europe, moi, je les trouve assez uniques par leur caractère. C'est des discours très martiaux, c'est-à-dire vraiment guerriers. Et on retrouve l'image un peu du chef, du président de la République, un peu Napoléon, quoi, hein. C'est-à-dire, moi, je prends les choses en main, j'ai le pouvoir, j'ai tout le pouvoir, je peux régler la solution, etc. Avec des discours très culpabilisants aussi en disant aux Français qu'ils ne sont pas responsables, qu'il est vraiment presque un père de famille qui rappelle ses enfants, hein, en disant c'est quand même vous vous comportez pas correctement. Et pourtant, il annonce le maintien des élections. Et dans une période de si faible confiance dans le gouvernement, qui est quand même, la France est un des pays assez uniques en Europe sur ça, hein. Les opinions à l'égard des hommes politiques, les deux premiers sentiments, c'est de la défiance et du dégoût. On a une majorité parlementaire qui a été élue grâce au régime politique français avec 13% en fait du corps électoral, c'est-à-dire c'est très peu. Et ces situations-là, si on compare avec d'autres pays, c'est des situations explosives sur le plan de mouvement social ou en tout cas de phase de violence. Et la décision, je pense, du gouvernement de maintenir les élections, ça a été perçu comme, en fait, ils savent qu'ils vont les gagner. C'est-à-dire, ils savent que s'ils maintiennent, c'est-à-dire, ils sont prêts à sacrifier, en fait, la sécurité et la santé des électeurs parce qu'il y a une manœuvre politique. Et on l'a vu vraiment émerger, ça a beaucoup tourné, je trouve, sur les réseaux sociaux et et l'après, peut-être on pourra en parler, mais le direct après élection et la façon dont ça a été traité aussi au niveau politique français et pour le coup l'absence de démocratie à renforcer ce climat-là, quoi. Cette idée que maintenir le premier tour, c'était une manœuvre politique. Et surtout quand après, voilà, le deuxième tour est suspendu. Donc, ça va être même compliqué, je trouve, politiquement de maintenir le premier tour dans ce climat-là. Parce que beaucoup de listes vont considérer qu'en fait, il y a eu manœuvre et que maintenant, bah, c'est bien de décaler le second tour, mais ça pose quand même une série de questions. Tu veux répondre sur la technique, toi Non, moi, juste, je suis d'accord avec Clara sur tout, sauf sur la dernière conclusion, parce que le premier tour, la seule chance pour que le premier tour soit annulé, qu'il y avait, c'était le Conseil constitutionnel. Parce que le règlement n'est pas, comme on dit très bien Serge il y a une semaine. Le Conseil constitutionnel est resté juste sur des conseils, mais n'a pas tranché la question. Et donc, je ne vois pas l'intérêt pour le gouvernement, notamment, de refaire un premier tour. Ouais, c'est risqué. Surtout les résultats qui se sont quand même assez bien passés. Non pas pour le parti au gouvernement, hein, qui, lui, souvent n'avait même pas trop de candidats et de toute façon était annoncé comme étant perdant, mais de manière générale pour la dimension qu'il pourrait y avoir contestataire de la part des maires. Il y a aussi quelque chose peut-être que je voudrais dire, c'est que les municipales étaient intéressantes parce que, bon, en France, c'est l'inverse que les États-Unis, non? C'est-à-dire que quand on vote localement, c'est que ça ne sert à rien. Donc, c'est plus un exercice pour voir ce que les gens pensent, sachant que la marge de manœuvre est très, très faible. On a quand même compté les propositions illégales des programmes. Il y a presque pas de programme sans proposition illégale. Parce que autrement, on ne peut pas faire une campagne. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les groupes qui ont repris un peu la revendication de la démocratie directe, sont les groupes qui sont à l'extrême gauche ou les Verts, avec qui vous êtes alliés, qui revient dans les programmes, ça existe. Ça ne prend pas non plus une place centrale, mais elle existe. Et après,
on a un petit peu le parti d'extrême droite, mais souvent de façon très imprécise, juste sur le principe. Le parti de droite, il n'en parle pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a une partie, c'est-à-dire qui correspond au Parti socialiste, disons gauche-centre, qui est totalement hostile à la démocratie directe, mais qui est très promoteur de la démocratie participative. Donc, il y a une France dans laquelle, je pense, par exemple, en Allemagne, il y a moins ça, c'est les deux vont un petit peu ensemble, alors qu'en France, l'un sert pour combattre l'autre. Voilà. C'est dommage. Oui. Oui, ça a été, ouais. Oui, finalement, je pense que la dernière chose dont on devrait parler, c'est la vie publique en France. Maintenant, c'est arrêté. Donc, ça rend très difficile, pas seulement les campagnes politiques, mais aussi tout ce qui est société civile, la mobilisation. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans les semaines prochaines? Est-ce qu'il y a des moyens de faire les choses digitales? Est-ce qu'il y a des possibilités, des chances? Bah, peut-être Serge et Annette, vous pourrez donner peut-être une perspective plus ancrée sur comment ça se passe pour vous. Je pense c'est sûr, le coronavirus prend toute la place et c'est difficile parce que, enfin, la situation est aussi que déjà le mouvement des Gilets jaunes, les personnes qui restaient les plus actives, c'était des personnes, alors soit qui n'avaient pas d'activité professionnelle, soit qui en fait voilà, avaient fait le choix de s'impliquer uniquement et seulement dans le mouvement et qui maintenant ont peut-être aussi des charges de famille et d'enfants à la maison. C'est pas toujours évident de combiner les deux. Ceci étant dit, je trouve qu'il y a aussi je trouve le débat public, il oscille entre deux aspects, c'est-à-dire l'aspect, bon, là, il y a une crise, on met un peu, comme disait Serge, sous cloche nos désaccords parce que, voilà, l'objectif, c'est la question voilà, de combattre le coronavirus, de mettre en place des mesures de solidarité, et ça doit nous occuper. Et dans le même temps, il y a des scandales démocratiques et politiques qui sortent cette question-là et cette défiance-là, je trouve, elle s'exprime de façon très très forte. Même si on dit bon bah voilà, on va essayer de gérer les choses un peu collectivement et on réglera. Je vois souvent cette phrase même dans les milieux militants, on réglera les comptes après. En fait, non, parce qu'il y a une difficulté de faire confiance parce qu'en fait la perte de confiance est telle que c'est difficile, même dans des moments comme cela, de se dire non, est-ce que en fait, le Parlement est très absent. C'est très, si on regarde la gestion française comparée à la gestion dans d'autres pays, le Parlement est absent, les débats parlementaires, enfin, la première audition a eu lieu il y a un jour ou deux. Il y a vraiment, on ne voit plus que le ministre de la Santé, le Premier ministre et le président. Et il y a comme si aussi la vie démocratique s'était arrêtée avec des mesures d'urgence qui coupaient court aussi au débat, alors qu'il est là. Enfin, en fait, c'est assez marquant de voir la différence entre l'absence de visibilité des débats politiques, des questions, et aussi des auditions, et les affaires, les scandales qui ressortent et les tensions que ça crée chez les gens, quoi, de se dire, voilà, le manque de confiance, je trouve, est patent. Ouais. Annette, Serge, vous voulez dire un mot de comment ça se passe pour à nous la démocratie, ces moments-là? Oui, tu as tout à fait raison quand tu dis comme si la vie démocratique s'était arrêtée. Effectivement, et c'est ce qu'on voit bien à Nancy, pour laisser toute la place à la solidarité, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais chacun tirant la couverture à soi. Le maire sortant vient de mettre en place un certain nombre de mesures pour les EHPAD. Le président du département, qui est donc l'autre liste d'hiver gauche, lui, quant à lui,
propose de faire la tournée de toutes les associations d'aide à domicile, etc. Et chacun dans leur précaré font une surenchère, une espèce de surenchère à la solidarité. Mais ça n'a plus rien à voir effectivement avec la vie démocratique en tant que telle, qui est, elle, on a l'impression qui est complètement passée au deuxième plan, voire quasiment inexistante dans, dans ce temps de confinement. Et c'est assez terrible à voir et à analyser comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Clara et ce qu'a dit Annette. Pour rajouter un peu à ce qu'a dit Clara, j'ai dit que la vie démocratique et l'actualité étaient sous cloche, bon, parce qu'il n'y a plus de mobilisation, notamment, parce qu'il n'y a plus de vie sociale de proximité. Mais par contre, ça bouillonne sur les réseaux sociaux, ça bouillonne dans les échanges d'informations. Donc ça se multiplie et on est dans une. Quand on lit ça, bon après moi je le lis avec mon regard aussi d'activiste, de mouvement citoyen qui prône plus de démocratie. Je suis d'accord avec Clara pour voir que ça d'y voir une accentuation d'une crise de légitimité extrêmement forte, non seulement du gouvernement et du parti au pouvoir, mais de la structure du gouvernement et même de l'État en France et de l'État démocratique entre guillemets en France qui s'accentue à l'aune de cette crise dont le thème le plus important et la polémique la plus importante à l'heure actuelle, c'est la situation des services publics hospitaliers. C'est une question qui est extrêmement polémique et très importante depuis longtemps, parce que depuis 15 ans, le système public hospitalier français se dégrade au profit de cliniques privées, notamment. La situation du personnel soignant est de plus en plus laborieuse et difficile. Et les mouvements de grève, les mouvements sociaux venant de l'hôpital public, de l'assistance publique en France, se sont multipliés ces dernières années, sous le gouvernement de Hollande, déjà beaucoup, et sous le gouvernement de Macron, encore plus. Et encore cette année, avant que la crise n'impacte. Donc là, de ce point de vue-là, la séquence extrêmement courte de la crise d'un point de vue politique, elle fait jouer des lignes de fracture qui sont celles d'un modèle, d'un choix de développement, en fait, qui est patent depuis une quinzaine d'années, qui est celle de la restructuration de l'hôpital et des services de santé en France vers un modèle que la gauche qualifie de néolibéral. Et ça ressort massivement, et ça ressort aussi de façon extrêmement ponctuelle avec cet enjeu des masques. Donc, à partir du moment où il y a une tension extrêmement forte autour du maintien du premier tour, on savait déjà que le deuxième tour n'allait pas avoir lieu, puisque le premier tour était déjà si discuté dans son maintien ou pas le vendredi après-midi. Et la presse l'a documenté et a fait dès le vendredi soir et dès le samedi matin un feuilleton sur pourquoi, comment finalement le premier tour a été maintenu. Effectivement, le président du Sénat de droite s'est engagé pour peser, pour convaincre Macron de maintenir le premier tour, etc., etc. Donc après, on est tous allés aux élections le dimanche, en sachant très bien que le dimanche d'après, on n'irait pas. Puisque cette élection du premier tour était déjà sur la sellette, était déjà 48 heures avant soumise à questionnement. Donc on est tous allés au premier tour en y allant, en se disant comment... Donc on y va sans savoir la suite, quand est-ce qu'on va se remettre à voter. Ça paraissait déjà clair que le deuxième tour n'allait pas avoir lieu. Donc voilà, on a eu cette expérience-là. Je pense que les électeurs et les électrices dans leur majorité, et avant tout, effectivement, les membres de liste présentes aux élections municipales qui se sont tous retrouvés dans les bureaux de vote. Donc, parce que chaque liste peut envoyer des assesseurs et des assesseuses dans chaque bureau de vote pour tenir le bureau de vote. Et moi, j'étais personnellement délégué de liste, c'est-à-dire que j'ai fait le tour de tous les bureaux de vote avec la tête de liste pour que le procès-verbal montre que les délégués de liste de notre liste étaient présents. Et donc là, on a vu l'ambiance dans chaque bureau de vote. Donc ça s'est passé de façon très ordonnée, avec des gels hydroalcooliques des bouteilles de gel hydroalcoolique dans tous les bureaux de vote, pas des masques sur toutes les bouches, malheureusement. Et avec dans chaque bureau le même discours, quoi.
qu'est-ce qui va se passer, il n'y aura pas de deuxième tour, voilà. Ce qui a été confirmé 24 heures après. Tiens, là-dessus, comme tu racontais un peu les anecdotes, et après, je promis, je me tais. Quelque chose qui m'a un peu marqué parce que du coup, donc moi j'étais aux Pays-Bas, je suivais sur les réseaux sociaux, c'est que les gens prenaient des photos des queues dans les bureaux de vote dès le matin en montrant, regardez, il n'y a pas de distance de sécurité. Et je pense que ça a aussi donné une image un peu de dire, surtout dans les petites villes, qui n'avaient pas forcément de moyens. Je me rappelle à Grenoble des photos de files d'attente où les gens étaient vraiment serrés. Et ça a dû, à mon avis, désinciter beaucoup de gens à y aller, surtout qu'à l'époque, c'était pas clair. Il y avait des articles qui disaient que le virus avait muté, que les enfants pouvaient être touchés, donc les familles avec enfants, c'était aussi un peu la panique. Et juste après, non, pas juste après, une grosse dizaine, quinzaine de jours après, on a vu apparaître les photos de ce qui a été appelé les martyrs de la démocratie. Et en fait, ça a été des assesseurs ou en fait des maires de petites communes, qui sont souvent des personnes âgées en fait, dans vraiment des petites communes rurales, qui sont venus tenir des bureaux de vote, parce qu'en fait, quand il n'y a pas beaucoup de compétition, il n'y a pas beaucoup d'assesseurs, donc c'est au maire en fait d'ouvrir le bureau de vote, et qui sont décédés en fait des suites du coronavirus. Avec le côté de dire, en fait, si le premier tour n'avait pas eu lieu, et ça a été vraiment présenté comme les martyrs et les soldats de la démocratie, quoi. C'est-à-dire ceux que on a un peu envoyés au charbon dans des conditions qui étaient vraiment pas idéales. Mais moi, c'est des souvenirs qui m'ont marqué de voir cette couverture-là. En fait.